Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Makaïla Gebla, journaliste blogueur, Yamboulia Dipama, consultant en santé publique, Pierre-Franklin Tavares, philosophe. Nous parlions donc du PDCI en Côte d'Ivoire qui a lancé ce week-end une grande campagne d'adhésion, objectif à 500 000 adhérents d'ici 3 mois, 1 million d'ici la présidentielle de 2020. Makaïla Gebla, vous vouliez... Justement, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Tavares, c'est que moi je pense qu'il ne faut pas analyser le contexte actuel dans le cadre de dualité entre le PDCI et le RDR. Il faut aussi tenir compte aussi des partis, des candidatures uniques qui ont émergé lors des élections locales et qui ont effectivement raflé des voix au sein même des grandes villes en Côte d'Ivoire. Il faut aussi compter avec les FPI, parce que le FPI n'est pas complètement mort en dépit du décès de Sangaré. Mais il y a aussi l'envergure de M. Laurent Gbagbo qui a équipé, effectivement, donné son dernier mot par rapport à ça. Donc, du coup, il faut analyser avec beaucoup d'objectivité l'élection de 2020 et faire en sorte que donner la chance à tous les candidats. Sinon on risquerait effectivement de se perdre dans les analyses. Pierre Tavares. Bien évidemment, mais pour être objectif, encore faut-il connaître. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre, sans parti pris. Je crois que l'important, c'est d'expliquer à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent. Ceci dit, il y a 3 forces principales. Et donc c'est un jeu de vase communicant, comme ça a été en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Voilà. Celui qui arrive à faire la coalition, la démocratie, c'est une voix plus une voix. Ce n'est rien d'autre. Jusqu'à arriver 50 plus 1. Voilà. Celui qui arrive à le faire, il est gagnant. Sauf si le processus, bien évidemment, est enrayé par... des fraudes et autres. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Mais il faut tenir compte aussi de l'âge du candidat. Est-ce que Henri Colomb-Bédier... effectivement, beaucoup voient Henri Colomb-Bédier, le candidat naturel du PDCI. Yamboulia Dipama, est-ce que c'est une ligne qui pourrait alimenter cette fracture qui existe déjà au sein du parti? En fait, quand je parlais d'opération de communication et de réconciliation, c'était pour revenir sur cette notion. Le véritable problème n'est pas qu'il y ait une distinction très marquée au sein du parti, mais les positionnements des acteurs à un moment donné de l'histoire de ce parti les ont amenés peut-être à se séparer momentanément. Parce que, quelque part, le leadership du président Bédier faisait aussi défaut, puisque un parti politique, de façon basique et banale, c'est de conquérir et gérer le pouvoir d'État. S'ils ont eu à conquérir le pouvoir d'État à un moment donné, et que dans la gestion avec cette coalition du RDR, ça n'a pas marché, aujourd'hui, ils se réaffirment. Et on avait des jeunes loups au sein du PDCI qui avaient cette volonté-là de se présenter contre le président Ouattara. Donc c'est pour ça que je parlais de se réconcilier avec lui-même. Ce n'est pas que le parti est moribond, non, pas du tout. Parce que le parti a quand même une base et que c'est très ancré dans le pays. Ensuite... moi, je pense que dans 2 ans, c'est loin, parce qu'il y a beaucoup de conjonctures en politique qui comptent. Et puis, il suffit que Bédier dise qu'il ne va pas se présenter et qu'il faille trouver quelqu'un qui incarne le leadership au sein du parti, que l'on peut en fait soit décliner en termes de militants ou augmenter. Donc il y a quand même des paramètres que l'on ne maîtrise pas pour le moment. Et moi, partisan de cette dynamique générationnelle au sein du parti, moi je crois que Bédier devrait à un moment donné encadrer des jeunes. Ça c'est un souhait personnel. Un renouvellement, du candidat. C'est le débat qui est récurrent dans les paysages politiques africains. Il faut parler aussi aujourd'hui de l'alternance générationnelle au sein des partis. On a constaté depuis un certain temps dans la plupart des pays africains, au sein de l'opposition, des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans dans l'opposition sans pouvoir créer les conditions d'une alternance au sein des partis. Donc du coup, le cas du PDC témoigne à sa juste valeur qu'il peut y avoir effectivement des méfiances et des réserves des gens qui vont éventuellement être sollicités pour adhérer à ces partis. Oui, mais Makaïla Gebla. D'abord, Pierre Tavares. La jeunesse n'est pas une vertu et la vieillesse n'est pas un défaut. Je préfère toujours un vieux sage qu'un jeune fou. Deuxièmement, il faut dire qu'au sein du PDCI-RDA, les jeunes eux-mêmes, si vous lisez le discours du professeur Guy Kawé de la semaine dernière, vous verrez très bien il dit 2 choses. Sans doute se trompe-t-il, mais en tous les cas, c'est ce qu'il dit. 1,
il n'y a pas de conflit de génération. Dans notre parti, 2, Henri Konan Bédié est notre leader naturel. 3, les jeunes auront toute la place. En troisième lieu, écoutez, la Révolution française, celle que j'adore, ou la Révolution russe, ou même la Révolution de Cabral, elle a été faite par les jeunes. Donc jamais je ne plaiderai contre la jeunesse. Jamais. Cependant, il y a une réalité, vous l'avez effleuré tout à l'heure. Au sein de ce parti, il y a des velléités. C'est ça. Voilà, il y a des velléités, et c'est normal. Normal, comme dans chaque parti politique, bien sûr. Encore faut-il, et c'est toujours le cas, qu'elle soit cadrée. Et le sphinx de Daoukro, comme on l'appelle, pour l'instant, c'est lui qui maintient l'unité du parti. C'est lui qui la rend cohérente. Et comme nous sommes tous soucieux de la stabilité de la Côte d'Ivoire, pour l'instant, j'estime que ce rôle n'est pas négatif. Yamboulia, vous n'avez pas l'air complètement d'accord. Non, mais parce que le sphinx de Daoukro est peut-être aussi entouré de personnes qui fait qu'il y a des voix inaudibles dans son parti, parce qu'il n'entend pas certaines revendications. Et ça, quand même, il faut l'admettre, il faut le reconnaître, parce qu'il est entouré par une vieille garde aussi, quelque part, qui défend... Nul n'est mobilisable que sur la base... C'est la vieille garde. Non, nul n'est mobilisable que sur la base de ses intérêts. Mais même cette vieille garde, à un moment donné, est en train prendre de l'âge. Aujourd'hui, techniquement, en 2020, Bédié ne pourra même pas se présenter. Normalement, par rapport à la limitation. Ah si, non. Oui, si, alors, ils ont le droit. Je crois qu'il aura 87 ans. Voilà, 87 ans. Le verrou a été sauté. Et quel électeur pensera-t-il voter une personne? Non, mais il peut. Mais c'est vrai qu'il fait l'unité du parti pour le moment, parce que c'est le Tout est possible. Tout est possible. Moi, j'ai toujours souhaité pour la Côte d'Ivoire que les 3 grands partis, si vous me permettez, s'entendent. Oui, pour la stabilité du pays. Clairement. Donc, en définitive, l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est ce chemin-là. Encore faut-il que chacun trouve sa place. Quand une partie a le sentiment d'être lésée, elle prend son départ. Voilà. Et puis, la difficulté, comme dans les relations personnelles, même d'un petit groupe. Quand vous êtes à 3, c'est toujours plus difficile de s'entendre que lorsqu'on est à 2. Ça, c'est clair. Yamboulia Dipama, alors, dans une interview, Henri Konan Bédié a dit que donc, les négociations autour de cette coalition se poursuivent et avancent normalement. Alors, pour certains observateurs de la vie politique ivoirienne, cette alliance en vue pourrait comprendre... Bien sûr, les déçus du RDR, le FPI tendance Afine-Guessant, jusqu'aux indépendantistes que vous avez d'ailleurs évoqués tout à l'heure. Donc c'est une possibilité, mais est-ce que les intérêts convergent suffisamment pour éviter une implosion de cette tendance-là, de cette coalition qui pourrait éventuellement se mettre en place dans les prochains mois ou prochaines semaines même? Malheureusement, en politique, comme dans beaucoup d'autres aspects de la vie courante, c'est toute une question de rapport de force du moment, et c'est en fonction des intérêts du moment négocié que la balance se fait. Donc oui, ils peuvent s'entendre aujourd'hui pertinemment pour conquérir le pouvoir d'État, et puis dans la gestion du pouvoir ou dans la repartition, puisque s'il y a des déçus au niveau du RDR, c'est parce qu'aussi il y a des personnes qui ont peut-être mouillé le maillot et qui n'ont pas senti qu'on les a récompensés comme il le fallait. Donc oui, tout est une question de rapport de force du moment. Moi je pense qu'il y aurait une coalition et Soro qui est au RD, avec Ouattara, on ne sait même pas s'il va partir. Il ne s'est pas encore prononcé. Il ne s'est pas prononcé, il va aller à La Haye, il a rencontré le Sphinx, voilà. Donc quelque part, c'est un élément aussi qui va challenger en fait les voix et comment ça va être dispatché en tout cas les électeurs. Moi je pense qu'il y aura une coalition. Est-ce qu'elle va tenir jusqu'aux élections présidentielles? Certainement. Maintenant, dans la vous dites certainement? Certainement, oui. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une volonté affichée, même au sein du RDR, il y a une volonté affichée de faire partie Ouattara. Donc oui, il y aura une coalition. Alors, au sein du PDCI, je pense. Du PDCI, RDR. Même du RDR, oui. Volonté de faire partie dans son discours. Donc, quelque part, oui, il y aura un nouveau jeu électoral qui se fera en Côte d'Ivoire. Pierre Tavares? Non, je crois que pour l'instant, les jeux ne sont pas faits.
Et la dynamique de rassemblement est plutôt du côté du PCI. Ça, c'est sûr. Vous avez rappelé quelques faits. Ouais. Voilà. Et la force et la faiblesse de la démocratie, c'est celui qui rassemble le plus en droit qui l'emporte. Ouais. Alors peut-être un dernier mot, Makaïla Guebla. Un dernier mot, je pense qu'il faut aussi tenir compte de l'agenda international en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. C'est qu'on sait très bien que l'agenda international, notamment du côté de Paris, du côté de New York, et qui est aussi favorable à Alassane Ouattara. Donc je me réserve vraiment le droit de dire qu'il faut vraiment tenir compte effectivement de l'opinion internationale qui surveille de près. Il a fait son discours, il ne sera pas candidat, sauf s'il se déjuge. Mais je parle du RDR en tant que... Mais c'est toujours possible, voilà. C'est toujours possible. Très bien, on passe à une toute autre actualité dans le grand angle. Afin d'éloigner les risques de pénurie de devises et accroître la liquidité, la Banque centrale nigériane a procédé à une nouvelle injection de liquidité sur le marché de change. 210 millions de dollars sur les 11 milliards que l'institution entend injecter sur le marché en plusieurs tranches. Le Nigeria continue en effet de subir les contre-coups de la chute des cours du pétrole et le pays est par ailleurs sorti il y a à peine quelques mois d'une longue période de récession. Mathilda Diaby. Pour soutenir la devise nationale nigériane, le Naira, face aux monnaies internationales, la Banque centrale du Nigeria a injecté de janvier à octobre 2018 un montant total de 11 milliards de dollars sur le marché international d'échange. Les autorités de la Banque centrale nigérienne souhaitent permettre à tous les acteurs de l'économie nigériane d'avoir accès aux devises étrangères nécessaires à leurs activités. Cette stratégie, effectivement, va permettre de sauvegarder un peu le pouvoir d'achat de la population nigériane. Parce que n'oublions pas que si le Naira perd beaucoup sa valeur, ça va renchérir les produits d'importation. Par ricochet, donc le pouvoir d'achat de la population va baisser. Isaac Okorafor, le directeur de la communication corporate de la Banque centrale, affirme que l'injection d'en moyenne 1,1 milliard de dollars de liquidités par mois depuis janvier 2018 a contribué considérablement à la stabilité du marché international des devises. C'est une stratégie à court terme, mais à long terme, il faut faire des changements structurels, créer un apaisement au niveau politique et restructurer l'économie du Nigeria pour qu'il puisse ne plus dépendre seulement du pétrole et par ricochet, donc permettre au Naira d'être une monnaie forte. La Banque centrale nigériane devrait continuer à proposer des mesures et à maintenir ses interventions garantissant l'appréciation de la valeur du Naira sur le marché des changes. Ainsi, mercredi 21 novembre 2018, elle a procédé à l'injection de 210 millions de dollars. 210 millions de dollars sur 11 millions qui devraient être injectés sur le marché en plusieurs tranches. Yamboulia Dipama, est-ce que cette solution n'est pas quelque peu compromise sur le long terme? Est-ce que le pays ne s'expose pas là à un risque d'inflation? Moi, je crois que le principe déjà d'injecter des devises sur le marché de change, c'est pour un peu atténuer certaines pressions liées aux importations et autres, et puis permettre à d'autres acteurs de l'économie de pouvoir faire des transactions dans le cœur de leur activité. C'est vrai que malheureusement, le Nigeria, à un moment donné, était très dépendant du cours du pétrole et que bien évidemment, la fluctuation entre ces hausses et ces bas de cours du pétrole ont permis, ou en tout cas ont empêché d'avoir de la liquidité. Moi, je crois que sur le long terme, cette volonté du président de restructurer les autres secteurs de l'économie et qu'en injectant aujourd'hui, il y a un avantage, c'est que sur les pans économiques type les importations et autres, ça peut stabiliser, mais il y a des acteurs économiques au Nigeria qui ne dépendent pas forcément du dollar ou de trucs, et ça peut, notamment au niveau de l'agriculture et autres, ça peut, sauf des importations de machines et autres, ça peut en tout cas à un moment donné avoir un effet négatif sur l'économie. Mais je crois qu'il y a une volonté marquée d'aller structurellement vers la diversification, ou en tout cas ouvrir les autres pans de l'économie du Nigeria qui ne dépendent pas forcément du pétrole, sachant que c'est le premier producteur de l'Afrique, sachant que c'est une économie très forte et que il faut prendre de la mesure. Après, je suis pas économiste, donc. Pierre Tavares. Moi, je dirais deux choses pour que ceux qui nous observent ou nous regardent, du moins, aient une vision précise. Le Naira est créé en 1973. Donc par décision de souveraineté de l'État du Nigeria.
ça coïncide avec la crise pétrolière. Et à l'époque, 2 naira valaient $1. Aujourd'hui, sur le marché officiel, parce qu'il y a 2 marchés en fait, il y a le marché officiel, on est à peu près à $1 pour 200 naira. Et sur le marché parallèle, qui bien évidemment crée tous les dégâts possibles, bien sûr. L'économie interne, elle vaut, d'après les chiffres que j'ai consultés très récemment, à peu près 390 naira pour $1. Et tout l'effort qui est fait aujourd'hui par la Banque centrale, qui a réussi à convaincre le chef de l'État pour soutenir de cette manière-là le naira, vise à enrayer ce processus qui est historique, qui est structurel. Une fois ce cadre est posé, bien évidemment, vous avez raison de rappeler les enjeux, à la fois pour l'économie interne, mais il me semble bien que par le pétrole et par la consommation, le Nigeria est encore extrêmement dépendant du dollar. C'est vrai. Voilà. Donc les efforts qui sont faits, ça vise à la mobilisation des réserves pour soutenir le naira, et qui est attaqué non seulement par le dollar, mais également par le franc CFA. La dernière fois, je rappelais les conversions entre le CFA du Niger et le naira du Nigeria. Il y a aussi l'euro par derrière. Donc nous avons là une économie qui est forte, bien évidemment, qui est la première, vous l'avez rappelé, et en même temps qui est l'objet de vives batailles, parce que la monnaie, c'est une guerre. La monnaie, ce n'est pas simplement un instrument d'échange. C'est aussi un moyen, c'est aussi, si je puis dire, pour exagérer un peu, un moyen militaire. Des militaires, d'affirmation. Moi, je pense que c'est des mesures qui sont incitatives à soutenir l'économie nigériane de manière générale, mais aussi il faut tenir compte que le Nigeria n'a pas suivi en fait, les avis donnés par les experts financiers, notamment, qui ont proposé au Nigeria de stabiliser sa monnaie. Donc, je pense que c'est une prise de conscience nationale, et comme tu disais, les propositions qui ont été faites au président de la République du Nigeria. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi l'insécurité qui gangrène le Nigeria. Le Nigeria en lui-même est un pays vaste, mais aussi qui vit dans l'informel. Vous savez, ce qui se passe à Abuja, ce qui se passe à Maïdougouri, c'est des situations quand même complexes à analyser pour un économiste. Donc je pense que c'est des mesures qui sont incitatives à soutenir et à encourager les investisseurs à pouvoir renforcer l'économie nigérienne. Mais sauf qu'avec le Nigeria, tout est possible. C'est qu'il y a un pays imprévisible. Non, moi, je pense que, de mon point de vue, parce que, en fait, moi, je vois c'est un pays frontalier à mon pays d'origine, donc je pense que, donc du coup, vu les choses qui se passent sur place, moi, je suis très un peu réservé, et je pense que j'adhère totalement à l'initiative de la CBN, donc la Banque centrale du Nigeria. Donc par ailleurs, ça témoigne d'un certain confort de cette banque centrale après cette longue, parce que c'était pas le cas il y a encore quelques mois. Tavarès évoqué à l'époque, $1 valait 2 naira. Aujourd'hui, le gap est énorme entre $1 vaut 390 naira. Donc ça veut dire qu'il est difficile effectivement de raccourcir. Ça c'est sur le marché parallèle. Sur le marché parallèle, effectivement. Donc quand tu me parles des marchés parallèles, ça me donne l'idée de l'informel dans ces pays-là. Bien sûr, bien sûr. Il faut quand même structurer effectivement l'économie nationale, faire en sorte que ça puisse. Mais en même temps, le marché parallèle qui affaiblit structurellement la monnaie. Malheureusement, comme vous dites, elle est aussi liée à la corruption, parce que toute la corruption profite de ce biais-là. C'est ça. Donc il faut assainir, mais je pense que là-dessus, les résultats ne sont pas encore probants. Il faut assainir ce domaine-là. Et puis après, on verra que... Et Zara, j'ajusterai également dans les mêmes analyses que lui, c'est que le Nigeria non seulement est confronté à cette crise pétrolière, mais il est aussi confronté à l'insécurité qui est face au Boko Haram. Le pays a investi beaucoup dans l'achat des armements, ce qui fait vraiment, ça crée effectivement, je pense, une pression financière lourde qu'il fallait quand même combler. Alors peut-être un dernier mot, Yambouli Adipama, et puis ensuite on marquera une courte pause. Non, moi je pense que structurellement, injecter des devises dans le marché de change permet de soutenir l'économie et d'avoir des soupapes. D'avoir des soupapes fortes par rapport à l'importation. Et puis l'exportation, on espère qu'avec bien évidemment la relance du cours du pétrole, à un moment donné, ils pourront rattraper ces gaps liés à l'importation au niveau du change, au niveau de l'importation. Et enfin, moi, je crois que le Nigeria reste l'un des pays où ils soutiennent l'économie et les acteurs locaux.
parce que c'est un pays où la plupart des fortunés réinvestissent dans leur pays d'une certaine façon et que injecter au niveau... Il y a un vrai capitalisme. Il y a un vrai capitalisme et une classe bourgeoise nigériane qui est en train de se développer, d'émerger et que c'est quand même du libéralisme pur. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Une courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.